Ouais, cette photo. Ah, il est comment? Voilà, c'est bien. Ah, il est joli. C'est une ouverture, là? Le directeur tout le matériel roulant qui est nécessaire pour la vie quotidienne des habitants du village. Ça passe par les roues des charrettes ou des brouettes comme ici. Mais s'il y a Lucie ou le Corentin qui viennent me voir en disant oh, on a une échelle qui est cassée ou un manche de pioche qu'il faut réparer, évidemment je vais le faire. Là, on va parler des gens qui travaillent avec le feu. Ensuite, nous avons ici la maison de Hartolsheim. Hartolsheim, c'est un petit village de pêcheurs au bord du Rhin, oui. Alors, quand je suis, moi, à l'Europe de bas toujours, oui, entre les colombages, vous mettez quoi? Alors là, on dit que c'est du torchis, ouais. C'est un mélange de terre et de paille. Là, il est un peu bizarre parce qu'il y a des bois et on y a mis des boules, enfin des boudins tout autour, comme ça. Après, on lisse tout ça.
Mais on est aussi au bord du Rhin. Et je remplis souvent avec ce que j'ai sous les pieds. Donc sous les pieds, qu'est-ce que j'ai? J'ai des galets. C'est pour ça, vous voyez, là je peux dire aussi de l'extérieur, là il y a la cuisine là derrière. Petite plus, on pourrait avoir la place, le four à pain. Bon, les galets, ça tourne, hein, donc il faut mettre des rangées dessus, il faut mettre en... Ensuite, je vais parler de toi. De toi comme ça, pas de toi, je me permets pas de tutoyer toi, non, non, je parle de toiture. Alors sur les maisons alsaciennes, on avait du chaume. Le chaume c'est de la paille de seigle, parce que c'est la plus longue. La durée de vie du chaume, entre 3 et 5 ans. Donc il fallait toujours en remettre une couche. Hein. Donc à la fin c'était même pas des toits, c'était des tas de... Oui, d'accord. Alors il faut savoir qu'en 1850, 20% des maisons dans le Haut-Rhin étaient encore couvertes avec du chaume. Le village de Pulversheim qui est juste à côté, 10 sur 19 maisons, 17 étaient encore couvertes avec du chaume en 1800. Effectivement, qu'est-ce qui va les faire disparaître rapidement ce chaume? C'est l'arrivée des compagnies d'assurance, 1818 les premières. Hein. Si aujourd'hui tu as une grange, tu ne dis pas que tu as 2 balles de foie dedans parce qu'ils ne t'assureront pas. Hein. Alors nous on remplace aujourd'hui le chaume par du roseau. Alors le roseau ça dure quand même plus longtemps, entre 25 et 30 ans, à condition qu'il n'y ait pas du dégât. Et qui c'est qui pourrait nous faire du dégât? Les cocos là. Eh ben oui, mais les cocos ils sont maintenant en vacances. Hein. Alors je peux parler un petit peu de cigogne là. Pourquoi il n'y en avait plus autant? C'est qu'ils étaient Sud-Sahara. Sud-Sahara, on avait l'habitude de manger de la cigogne. Eh oui. Ensuite, c'est elles qui ont trouvé à manger sur les dépôts d'ordures en Espagne et au Portugal. Et aujourd'hui, elles vont même plus tellement loin. Elles traversent la France. Elles vont en Vendée, en Normandie et autres. Oui, il y a aussi du colombage là-bas. Hein. Donc ils ont cru qu'ils étaient arrivés. Non, mais ce qui fait qu'ils n'ont plus besoin de faire beaucoup de kilomètres pour revenir. Et donc nous, les premières, elles étaient de retour cette année au 23 janvier. Nous avions les premières. Et fin janvier, pratiquement 3/4 des nids étaient déjà pleins. Alors nous avons 40 nids sur l'écomusée. 40 et 40, 80. Et vous rajoutez à peu près 75 petits. Donc vous voyez que ça fait du monde. Alors il faut savoir que quand on garde une cigogne enfermée pendant 2 ans, elle ne partira plus. Elle va perdre son instinct de migration. Par contre, la descendance, elle se mettra de nouveau à voyager. Hein. Alors on a un couple fidèle, il est là depuis 16 ans, il revient toujours dans ce même nid. Hein. Allez, bon, après, comme dit les autres, quand ils arrivent, le premier arrivé, c'est lui qui gagne. Alors, c'est vrai que je vous parle de cigogne de l'écart des captives. Il y a donc une cage à Soultz. Et là, là-bas, on les garde en hiver, on leur donne à manger. Parce qu'effectivement, le gros problème de la cigogne, c'est d'avoir à manger. Donc le jour où on aura un réchauffement climatique, ils n'auront même plus besoin de partir. Quand le sol ne va plus être gelé, on trouvera à manger. Oui, alors maintenant juste un petit mot sur le nid de cigogne. À votre avis, ça pèse combien un nid de cigogne? Ne me dites pas lourd, c'est tout ce qu'on me dit d'habitude, c'est lourd. Oui, d'accord. Ça fait combien? 300 kilos. Combien? 300. 300? Oui. Un peu plus? Mais enfin, bon, attendez madame. 10 cm, 100 kilos. Donc effectivement, celui-là, il pourrait tourner autour de 300 kg. En moyenne, on dit 400, 500. Le plus lourd qui est tombé, c'était 1,2 tonne. Alors vous comprendrez pourquoi on dit c'est des sales bêtes. Parce que quand ils s'installent sur une cheminée, comme celle-là là-bas, ou bien là sur la tour forte, hein, oui, attendez, ils veulent avoir des chauffages centrales, ces cigognes. Hein, mais parfois, ça bouche la cheminée. Hein, donc c'est toi qui as un peu des problèmes. Hein. C'est pour ça que nous, on leur a fait une en base. Comme si on est sûr qu'en dessous, ils peuvent charger. Hein, donc ils vont les laisser monter encore. Alors maintenant, fini de parler des cigognes, on va parler juste encore une fois de toi. 1782 à Hartolsheim, il y a un gamin, il est allé à la chasse, pas des pigeons, pas des cigognes, mais des pigeons. Donc il a visé le pigeon, mais il l'a raté. Eh oui, mais en 2 heures de temps, on a brûlé 51 granges et maisons. 2 tiers du village sont partis en fumée. Eh oui, donc on a des exemples du côté de Strasbourg, autour de la cathédrale, en vers 1300, c'est 350 maisons qui sont parties d'un coup. Au sud de Strasbourg, la Krutno, 600 maisons d'un coup. Oui, Tillisheim, même pas 1800, c'est 44 maisons qui sont parties en fumée. Donc souvent, un incendie, eh ben oui, comme les granges elles se touchent, hein, oui, ben, c'est parti. Et souvent, vous avez de la paille, du foin à l'intérieur ou de la paille. La paille, les pompiers m'ont dit, une botte de paille, tu n'arrives pas à l'allumer avec le briquet. Ça ne s'allume pas. Tu peux allumer une brindille, mais la botte de paille comme ça ne prendra pas feu. Oui, ça c'est les pompiers qui disent. Alors oui, parlons maintenant de feu et de pompiers. Dans les villes, on a mis un guetteur. Eh oui, comme ça, ils surveillaient dès qu'il y avait le feu. Donc ça, au feu, au feu, au feu.
Qui c'est qui était les premiers sous l'incendie? Ben, c'était le bourreau, accompagné des dames de petite vertu. Eh ben oui, elles travaillaient la nuit, donc effectivement, elles avaient les seaux à la maison. Donc les seaux, je ne parle pas des seaux en ferraille, ça n'existait pas encore. Donc des seaux en bois, ou alors des seaux en toile ou en cuir, qui étaient enduits avec de la poix ou de la résine, voilà. Donc c'était les dames qui étaient les premiers. Bon, tu peux toujours essayer avec un seau d'éteindre un incendie, oui. Après, on venait les maçons et les charpentiers. Et oui, ils commençaient à casser un petit peu à côté, à saper. D'où le terme sapeur-pompier. Ils sont en train de saper les maisons à côté et on appelle ça de faire la part du feu. Donc on essaye de localiser le feu et puis en détruisant les maisons à côté. Mais moi je voudrais bien voir s'ils viennent chez moi pour me casser la maison. Oui d'accord, je ne vais pas être d'accord non plus. Mais on voit aussi que ces incendies-là, même aujourd'hui, ça pose des problèmes. Il y a quelques années en arrière, un gros incendie à Ricuire. Et oui, il y a eu un mort, mais oui, et pourquoi? Eh bien, c'est qu'on a des petites ruelles, et avec ces grands camions, ils ne sont pas arrivés à passer. Donc il fallait tirer des kilomètres et des kilomètres de tuyaux. Le temps qu'ils aient installé les tuyaux, il y a 4 maisons qui sont parties. Mesdames et messieurs, je vous présente le striptease de la maison alsacienne. Elle est nue devant vous, c'est qu'elle n'est pas remplie. Hein. Donc effectivement, vous avez l'ossature, et dessus vous avez les tuiles. Il faut savoir qu'on a entre 7 et 10 tonnes, hein, et on le met en charge. Avant de remplir, parce que si vous faites du remplissage avec de la terre glaise, enfin avec de l'argile, hein, comprenez une pluie et puis tu recommences au boulot, hein, mais ça nous permet de regarder à l'intérieur de la maison. Alors là, effectivement, nous sommes de la Stube, la pièce à vivre, chauffée par son poêle, et puis derrière, vous avez l'alcôve pour la chambre à coucher du maître de maison. Alors cette maison, elle nous vient de Hagenbach, 1683, et dans la maison d'où on vient de sortir, là-bas derrière, eh ben, c'est Gommersdorf. 1684. Et on sait que ces deux villages sont distants de 5 km. Hein. Donc on sait aussi que quand on a démonté, ben, ça s'est retrouvé que ça c'est le même plan, que c'est les mêmes mesures. Donc on dit que c'est du même charpentier. Et un charpentier fait entre 30 et 40 maisons dans sa vie professionnelle. Et ça, alors il garde toujours le même plan. Hein. Vous ne pouvez pas beaucoup changer, hein. Donc, parce qu'il avait dans sa cour, il avait le plancher de traces, et sur sa plancher de traces, eh bien, vous avez à l'échelle 1 sur 1, vous avez déjà la façade. Donc lui, on lui donnait un certain nombre d'arbres, quitte à lui de sortir tous les bois nécessaires pour faire l'ossature. Alors, on dit aussi qu'un bœuf ne fait qu'une trentaine de kilomètres, donc il était très limité dans la distance de transport. Oui. Alors maintenant, parlons juste de l'appareil qui nous chauffe là, la Stube. C'est une association entre du grès rose et des plaques de fonte. Alors si vous regardez la plaque de fonte là sur le côté, vous avez 3 fleurs de lys dans une belle petite couronne, et au-dessus vous avez la couronne royale. Ok, donc effectivement on fait vive le roi, sauf qu'il est daté 1788 et un an après c'était quick. Eh oui, donc ces plaques-là, eh bien, vous voyez, ça se démonte assez facilement, on enlève les 4 boulons et on pouvait retourner les plaques. Donc du coup, ben, je n'étais plus royaliste, hein, je suis devenu révolutionnaire. Par contre, derrière, pour chauffer l'alcôve, là-bas vous avez juste une plaque en fonte. Elle est juste collée contre la cuisinière. Quand je chauffe la cuisinière, la plaque de fonte, elle va rayonner un petit peu de... Ouais, elle va rayonner un peu de chaleur, hein, on verra après. Elle est datée 1789. Maintenant, sur les carreaux, on a des différentes petites images. Effectivement, là, vous avez la dame à la baraque, la dame à la botte jaune, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut faire, mais bon. Bon, là, on a le chaussurier, d'accord? Oui. Alors là, on a le dromadaire, nous avons l'ours, nous devons avoir le coq par là. Qu'est-ce qu'on a? On a le clown, oui. Nous avons le cerf, ouais. Le militaire, la sirène, ben oui, il
faut savoir que les sirènes, on en avait beaucoup ici en Alsace. Hein. Non, non, mais on rigole, mais quand vous regardez les tonneaux, c'est souvent une sirène à deux queues. Et pour beaucoup de machins, on a la sirène qui est présente un peu partout. Je ne sais pas, ça devait faire fantasmer, d'accord. Alors là, on a quand même une horloge. L'horloge, ben, il y a la date dessus, 1844. Il est daté 1844. Et puis donc là, on a un carreau très spécial. C'est une légende. C'est le bouc et le tailleur. Eh oui. Et je ne sais pas s'il était juif celui-là, mais enfin bon, la dame qui a dit tout à l'heure qu'il est avec les juifs qui étaient des tailleurs. Non, non, les tailleurs, c'était souvent des personnes qui étaient mal formées. Et oui, ils avaient soit une claudication, soit ils avaient une bosse. Pourquoi qu'il était mal foutu? Parce que ben, madame, elle a fauté avec le diable. Voilà.